juin 1922, après avoir vu le spectacle La vie est un songe de Calderón, joué à Paris par la troupe de l'Atelier, la troupe de Charles Dullin, un journaliste plutôt satisfait de ce spectacle considère dans sa critique un aspect de la mise en scène comme tout à fait contestable. Il parle, je cite, c'est le parti pris d'obscurité, de nuit, qui préside à la mise en scène. En Espagne, il y a du soleil, et Calderón n'est pas un dramaturge scandinave. Fin de citation. Ce journaliste transmet l'image, stéréotypée d'ailleurs, d'une Espagne tout à fait lumineuse, rayonnante, méridionale. Et métaphoriquement, on devine ici aussi l'opposition faite entre drame scandinave, donc lugubre par rapport au contenu, aussi mise en scène à l'intérieur des quatre murs de la scène de façon naturaliste, en opposition d'un théâtre espagnol ou l'idée d'un théâtre espagnol qui serait un théâtre de plein air et plein de passion. En France, autour de 1920, le siglo de oro espagnol est plutôt quelque chose qui évoquerait des peintures de Velázquez, les silhouettes de Don Quichotte et Sancho Panza, plutôt que des titres de pièces de théâtre. Et les traductions de pièces disponibles sont plus souvent littéraires et moins de valeur théâtrale, et d'ailleurs rarement mises en scène. Il a fallu cette absurde ignorance de l'Espagne où nous acceptons de vivre depuis le milieu du XIXe siècle, constate d'ailleurs Eugène Marsan du Paris Journal en 1922 à propos de La vie est un songe. Et pourtant, les pièces espagnoles du siglo de oro se prêteraient comme, je cite, une excellente école dramatique. Pour les élèves, la jeune troupe de Dullin, selon l'expression utilisée par un critique, je cite, « il présente une extrême variété de caractères vivement dessinés et des passions poussées à fond. Il est comique et terrible et toujours vivant. On y peut presque tout apprendre. » Je voudrais donc parler de la passion espagnole de Dullin, une passion espagnole qui peut être observée à deux niveaux. Premièrement, c'est Jean-Paul Sartre qui, en 1944, dans son article « Dullin et l'Espagne », paru dans Le Combat, explicite cette passion espagnole d'après Dullin, en parlant toujours de « La vie est un songe ». Et il dit que, justement, le vieux roi, Basile, et Sigismond, son fils enchaîné, partagent, selon Sartre, une, je cite, « passion fière, desséchée, sans repos, blanche de poussière et de soleil ». Fin de citation. Donc, avec Christian Biet, on pourrait reconnaître ici, encore une fois, une touche d'hispanité créée ici par Jean-Paul Sartre, jouant toujours sur le stéréotype de, justement, des paysages espagnols, de cette fierté du personnage espagnol, les paysages sous un soleil brûlant, etc. Deuxièmement, il s'agit aussi de la passion de Dullin, acteur et metteur en scène, pour la dramaturgie espagnole du XVIe et XVIIe siècle. La première saison du théâtre et de l'école de l'Atelier, donc en 1921 et 22, est fortement marquée par cette orientation. Le programme, en effet, comprend non seulement La vie est un songe, mais aussi trois entremeses du XVIIe siècle. Au printemps 1922, l'Atelier joue d'ailleurs encore dans des salles provisoires, aussi au Théâtre du Vieux Colombier. Mais lorsqu'en automne 22, la troupe de Dullin s'installe finalement à Montmartre, donc un lieu, c'est pareil un peu comme pour le cas pour l'Odéon d'ailleurs, on trouve dans les polémiques dans les journaux des journalistes qui parlent de l'inaccessibilité de ce lieu, qu'il faut prendre l'autobus, marcher longtemps pour aller donc à Montmartre, pour aller à la place qui s'intitule aujourd'hui Place Charles Dullin et qui était à l'époque la place d'Ancourt. Donc quand le théâtre ouvre ses portes en automne 22,
à Montmartre, c'est justement « La vie est un songe » qui est choisi pour fournir la première affiche. Ce spectacle rencontre un succès et des reprises suivront en 26, en 44 et encore en 46. L'esthétique des mises en scène et la pédagogie du théâtre de l'Atelier furent considérablement influencées, tout le monde le sait, par Jacques Copeau. En revanche, Camus, qui pourtant ne rencontra jamais ce Jacques Copeau, l'estimait comme réformateur du théâtre français, comme, je cite, « mon maître dans cet art ». Et il continue, « l'histoire du vieux Colombier et les écrits de Copeau m'ont donné l'envie, puis la passion du théâtre ». Charles Dullin fut le collaborateur de Copeau entre 1913 et 1920. Ensuite, c'est Antonin Artaud et Jean-Louis Barrault, futurs collaborateurs et probablement inspirateurs de Camus, qui furent élèves de Dullin à l'école de l'Atelier. Les filiations de Copeau à Camus passent donc par ces intermédiaires-là. Bien que Dullin et Camus se connaissaient personnellement, d'ailleurs Camus avait assisté à la générale de la mise en scène des Mouches de Sartre, mise en scène par Dullin en 1943, ce sont surtout les parallèles, aussi le partage d'idées sur l'art du comédien, sur le dispositif de la scène et l'intérêt porté au théâtre du siècle d'or qui intrigue. Et à partir des spectacles d'origine espagnole créés donc pendant cette première saison au Théâtre de l'Atelier en 1922, je voudrais donc parler d'abord brièvement du choix de pièces concernant la dramaturgie, les thématiques, ensuite des idées de réalisation d'un espace scénique renouvelé et finalement de l'expression corporelle. Revenons donc, encore une fois, à l'année 1922. La vie est un songe, comme nous le savons, comédia écrite en 1634-35 par Calderón, n'avait pas été présentée à Paris depuis environ un siècle. Alexandre Arnoux signe la nouvelle traduction, en prose d'ailleurs, ce qui a été vivement critiqué positivement et négativement dans la presse, et commandée par Dullin. Elle sera publiée en supplément de la revue hebdomadaire le 4 novembre 22. Et non, c'est pas ça. Voilà. Vous pouvez voir ici donc la couverture et la première page de cette publication. En tout petit, sous l'illustration à droite, on peut aussi trouver la dédicace du traducteur qui, je cite, dédie sa pièce à Charles Dullin, à la jeune troupe de l'Atelier. Donc l'idée de la jeunesse, c'est peut-être aussi quelque chose qui ressemble l'idée autour du théâtre espagnol, comme dans la préface de Camus sur le Chevalier d'Olmedo, et des idées de renouvellement des théâtres dits d'avant-garde des années 20. Cette traduction élaborée spécifiquement pour Dullin, ne représente pas un cas unique. Afin d'obtenir non pas des textes de valeur littéraire, mais théâtrale, donc des textes en action, Dullin collabore à maintes reprises avec des traducteurs. C'est aussi le cas, par exemple, de Francis de Miomandre pour une mise en scène qui suivra l'année après, en 1923, Monsieur de Pygmalion. La structure de la pièce, donc La vie est un songe, est assez typique. Je vais juste rappeler très brièvement de quoi il s'agit. Donc 3 journées dans un royaume polonais fictif et la double intrigue autour d'un fils de roi incarcéré par son père, par crainte qu'il devienne un tyran maléfique, et d'une noble pourchassant son fiancé en cavale, entremêle donc le tragique, la souffrance, le déséquilibre de pouvoir, la violence, le meurtre et le comique. Ici, sous forme de confusion, de déguisement, et aussi du personnage du type de Gracioso, un valet qui s'intitule ici Clarin. Jeudi 22 juin 1922, en matinée, donc on a toujours ce problème de position à la programmation, en matinée donc eut lieu la première représentation de La vie est un songe au Théâtre du Vieux Colombier. Et ici, vous pouvez en trouver l'annonce du spectacle.
Copeau fit ensuite annoncer que, je cite, « la clôture annuelle du Vieux Colombier, annoncée pour le 8 juillet, se trouve reportée au jeudi 13 juillet pour permettre à la troupe de l'atelier, dirigée par Charles Dulin, de donner 6 représentations de La vie est un songe. » Et ces représentations auront lieu entre le 9 et le 13 juillet de 1922. Malgré cette programmation un peu bouche-trou, imposée par le Vieux Colombier, ce fut un succès matériel et aussi dans la presse. Par contre, en 1944, lors d'une reprise du spectacle, cette fois-ci au Théâtre de la Cité, Théâtre Sarah Bernard rebaptisé, les critiques ne sont pas tendres avec Dulin. Les aspects vivement critiqués par les journalistes semblent d'ailleurs énumérer les caractéristiques mêmes de la dramaturgie du Siglo de Oro. Car il s'agit, premièrement, de la critique, tous les genres y sont mêlés. Donc nous avons déjà parlé de cet aspect de, est-ce qu'on peut parler d'un mélange de genres ou en effet d'une dramaturgie qui juxtapose, qui entremêle de façon organique, de bricolage, des aspects comiques, des aspects tragiques, sans qu'on puisse parler de mélange de genres qui est une catégorisation imposée. Mais donc c'est quelque chose qui déplaît aux critiques de 1944. Ensuite, l'absence la plus complète de psychologie dans les personnages et dans le jeu des comédiens. Troisièmement, les obscures tirades sur l'honneur et le devoir. Et quatrièmement, concernant la scène et les décors, aucun effort de mise en scène. Par contre, il reste un petit verdict qui reste clément. Les costumes sont beaux. Donc on peut voir avec quel enthousiasme si le petit aspect folklorique est valorisé par rapport à tous les autres aspects détruits par la critique. Et il s'agissait en effet de costumes assez folkloriques, parce que c'était des costumes d'inspiration historique espagnole, donc avec le col, la fraise, les capes, les bottes, etc. Face à ce rejet, c'est Sartre qui se fait apologète de la passion espagnole de Dulin dans Le Combat. La passion espagnole, je cite, que Charles Dulin nous a révélée, c'est l'homme tout entier, engagé dans une entreprise qu'il sait désespérer et qui pourtant veut aller jusqu'au bout de son projet. Lors d'un entretien sur le théâtre, organisé par Jean Vilar, le 10 juin 1944, en présence aussi d'Albert Camus, de Jean-Louis de Barrault et d'autres, Sartre affirme, en parlant toujours de la mise en scène de La vie est un songe, que c'est un conflit des droits, donc ici du père, Basile, et du fils, Sigismond, qui rend impossible tout apaisement interne. C'est un conflit dans la pièce qui en appelle à une justice supérieure, à une instance supérieure, à l'honneur, à la tribu, à une législation orale. Encore Sartre sur cette pièce et cette mise en scène. Quant à la psychologie, il n'y en a pas. Fin de citation. Cette absence de psychologie se manifeste également dans les 3 intermèdes du XVIIe siècle, mises en scène par l'Atelier en 22. Ces pièces d'un acte, où l'on fait souvent recours à la musique, à la danse, parfois grotesque, à la pantomime, aux personnages types comiques, comme par exemple l'apothicaire empoisonneur, la servante sotte, l'étudiant bagarreur, témoignent d'un autre théâtre du Siglo de Oro qui a longtemps été méprisé par l'historiographie officielle et méconnu, notamment en France, au début du XXe siècle. En 22, Dulin crée 2 spectacles coupés. C'était sa façon d'annoncer ces spectacles-là, composés chacun de 4 pièces historiques et contemporaines en un acte, qui rappellent un peu les canevas, des écrits donc rudimentaires à base d'improvisation des comédiens. Et c'est d'ailleurs apparenté au scenari de la Commedia dell'arte. C'est un peu l'idée aussi de donner aux comédiens la possibilité, à partir d'une forme écrite, de faire vraiment leur métier. Et la filiation Copeau-Dulin est réellement à la base de ce choix d'intermède,
une lettre inédite et très pragmatique de Michel Saint-Denis, c'était le neveu de Copeau et en même temps secrétaire au Théâtre du Vieux Colombier. Une lettre de Michel Saint-Denis à Charles Dulin du 1er juin 22 en témoigne, je cite. « Le patron, donc Copeau, demande s'il vous est possible de lui faire parvenir au plus tôt le livre d'intermède espagnol qui vous a prêté et dont il a maintenant besoin. Voulez-vous lui rendre en même temps le manuscrit des Olives ?» Donc encore un intermède espagnol du XVIIe. D'après mes recherches, il s'agirait très probablement du livre intermède espagnol du XVIIe siècle, traduit avec une préface et des notes par Léo Rouanet, paru à Paris en 1897. On y trouve 2 intermèdes joués ensuite par la troupe de l'Atelier en 22. D'abord, Visite de condoléances attribuée à Calderón et L'hôtellerie de Francisco de Castro, avec d'ailleurs des costumes dessinés par Antonin Artaud dans la mise en scène de l'Atelier. Quant aux thèmes principaux des intermèdes choisis par Dulin et le mélange de comique et de tragique, on peut noter qu'il ne diffère guère de cette véritable pièce qui est La vie est un songe. Les passions, la violence et le plaisir physique, la mort, finalement, les rapports entre illusion et réalité. Donc on trouve à peu près le même assemblage de thèmes dans ces pièces différentes, bien que la forme dramaturgique est différente. Les Olives de Lope de Rueda raconte d'ailleurs les conflits entre un paysan et son épouse, entre père et fille, autour d'une richesse, grâce à la récolte très lucrative d'olives énormes, alors que les arbres censés produire ces olives-là n'ont même pas encore été plantés par l'agriculteur, donc père de famille, qui est moyennement passionné par le travail physique. Donc là aussi, ce rapport entre illusion et réalité, mais traité de façon plutôt comique. Cet intermède fut utilisé comme base d'exercice, d'improvisation et de jeu masqué à l'école du Vieux Colombier. Donc avant que Dulin le reprenne pour la première saison de l'Atelier. Et ensuite aussi, l'héritage de cet intermède-là continue, car les Copiaux, la troupe bourguignonne de Jacques Copeau, en furent une mise en scène en 1925, mais la pièce s'intitulait alors « Les Cassis ». Car en Bourgogne, une des intentions de la troupe était de jouer pour un public provincial, donc en utilisant le plus d'allusions locales possibles, donc en changeant même le fruit dont il est question dans cette pièce, et aussi en changeant les personnages qui restent des personnages types. Par exemple, le fermier, un peu paresseux, de la pièce de Lope de Rueda, devient un Gilles, personnage donc de tradition de la foire française. Ensuite, Léon Chancerelle, pareil, ancien membre de la troupe de Copeau et adepte de masques et de pantomime, hérite ensuite de cet intermède et le met en scène avec sa troupe Les Comédiens Routiers en 31-32. Et Albert Camus s'intéresse beaucoup au travail de cette troupe. En 41, il note dans son cahier, je cite, « Dans la pantomime, les comédiens routiers utilisent un langage incompréhensible, espéranto de la farce. Le corps dans le théâtre, tout le théâtre français contemporain, sauf Barrault, l'a oublié. » Fin de citation. Et donc c'est justement l'essor de l'expression corporelle qui attire Camus. 20 ans auparavant, Charles Dulin, à la fois directeur de l'École nouvelle du comédien, acteur et metteur en scène, avait déclaré dans Le Parisien, je cite, « Je crois que nous reviendrons à un art théâtral beaucoup plus dépouillé, plus simple, moins livresque. » Fin de citation. Cette vision d'un théâtre épuré, démuni de décoration, de maniérisme, de verbiage, fait écho aux ambitions de Jacques Copeau de recréer donc un tréteau nu pour des comédiens et à éviter à tout prix ce que Jacques Copeau a appelé le guêpier de la littérature.
Le désir de Dulin de créer un théâtre d'art, c'est l'appellation officielle du théâtre de l'Atelier pour contraster avec l'esthétique des théâtres commerciaux de boulevard, se nourrit d'un savoir qui est tout à fait livresque, imprégné de nostalgie concernant les pratiques théâtrales des grandes époques, de l'art du comédien. Réinventer le comédien nécessite aussi la réinvention de la scène. Et donc, je voudrais parler de cet aspect-là. Entre les années 1910 et 1950, Copeau, Dulin, Camus et autres partagent les mêmes inspirations historiques. Les tréteaux de la Commedia dell'arte, le théâtre shakespearien, le théâtre des chorales espagnols. Leurs points communs sont le décor unique ou quasi unique, la mobilité et variabilité des éléments du décor. Tout ce qui est sur scène doit être praticable, doit être nécessaire pour le jeu même des comédiens. Finalement, ces lieux sont définis par le jeu des comédiens et les paroles, et non par des éléments matériaux d'ordre décoratif ou ornemental. La scène idéale pour Copeau et Dulin expose ouvertement l'artificialité du lieu théâtral. La scène dans La vie est un songe de l'Atelier en 22 rompt avec l'esthétique des décors historisants à coulisses. Je cite d'une critique parue dans Bonsoir, « La mise en scène est d'une simplicité surprenante. Par de simples jeux de lumière, de quelques draperies, d'un escalier, d'une terrasse praticable et d'un retrait caverneux, on situe l'action à merveille. » Et on peut se l'imaginer un petit peu en regardant... Ah pardon, ça je l'ai sauté tout à l'heure, c'est des costumes, un croquis de costumes d'Antonin Artaud fait pour donc cet intermède Les Olives, pour le personnage du paysan. Voici donc une photo malheureusement très mauvaise de ce dispositif de scène pour La vie est un songe. On arrive peut-être à deviner de quoi il s'agissait. Vous pouvez voir donc les draperies au fond et sur les côtés. Et donc cette espèce de tréteau sur scène où se trouvent les personnages, qui étaient donc praticables avec des escaliers à droite et à gauche. Et ensuite, au milieu, pareil, du tissu qui, dans cette scène-là, qui est une scène qui joue au palais, couvre l'entrée de la prison, où se trouve donc Sigismond, le fils enchaîné du roi. Aurélien Lunier-Pau y voit la démonstration de toute la vanité des décors dans cette mise en scène-là. Et il écrit « des volumes et de la couleur et surtout pas d'ornement ». Et je continue à citer, le pompier, le théâtral se meurt et c'est tant mieux. Donc Lunier-Pau est complètement positif par rapport à cette façon Dulin de mettre en scène ce spectacle d'une grandeur castillane, etc. Par contre, cette recherche de simplicité ne fait pas l'unanimité. Et c'est justement André-Antoine, converti en critique après les échecs, les problèmes financiers de son travail théâtral, qui pleure ce changement des temps modernes en espérant que l'on finisse, je cite, par s'apercevoir que ces murs gris et ces vaisseaux sévèrement nus tiennent du temple protestant, de la salle de cour et de la gare de chemin de fer. Toujours parlant de cette mise en scène-là. Donc, apparemment, saisie d'une tristesse face à cette mise en scène avec des décors minimalistes qui lui déplaisaient. On retrouve des décors variables, très simples et pas chers. Ça aussi, c'était un pragmatisme mené par Dulin à l'Atelier. C'était un théâtre qui, au début, n'avait pas du tout de moyens financiers dont il pouvait disposer. Donc, c'était aussi un choix un peu imposé par les moyens techniques financiers. La posada de l'intermède de l'hôtellerie, donc de Francisco de Castro, est localisée avec seulement, je cite, 4 matelas, une table, un paravent, une lampe, quelques loques colorées, un effet de ténèbres au-delà de la porte, et on arrive à donner une impression très forte de nuit, de hasard, de pouillerie, de misère et de farce. Ceci dans un article paru dans Le Gaulois en 22. Tout cela
conduit d'ailleurs un journaliste de l'Écho de Paris à constater son étonnement concernant La vie est un songe. Monsieur Dulin a réduit le décor à l'essentiel et vous ne vous en apercevez pas. Véritablement, il a remplacé le décor par le jeu des acteurs. Fin de citation. Je vais donc arriver à la dernière partie de ce petit exposé et parler du jeu des comédiens. Les comédiens entrent en jeu dans ce contexte de renouvellement qui est vraiment une grande ambition de Dulin qui vient juste de fonder en même temps l'école et le théâtre de l'Atelier. Dans ce contexte-là, le but principal, et une fois c'est une idée de Copeau, partagée par Copeau, par Dulin et Camus, c'est de créer un théâtre populaire inspiré par les grandes traditions de théâtre populaire européenne, de la Grèce antique, de la commedia dell'arte, les mystères du Moyen-Âge, les chorales, le théâtre shakespearien. Et le plus souvent, c'est vraiment une technique qu'on pourrait appeler avec Lévi-Strauss le bricolage. Donc on s'approprie des bouts par-ci, des bouts par-là, en essayant de recréer quelque chose qui arriverait à prendre forme d'un théâtre populaire, d'une commedia nouvelle du XXe siècle, donc spécifiquement faite pour le contemporain. C'est pas une démarche historisante qui essaye de recréer quelque chose à l'identique. Dulin souhaite créer des liens forts entre les comédiens et le public, provoquer des émotions par le jeu, toucher et relier les spectateurs, mais par les moyens de jeu antinaturalistes. Le théâtre est un art de chair. Ces quelques mots d'Albert Camus font écho aux grandes avant-gardes des années 1910 et 1920 en Europe. Il faut donc ramener le corps en action au centre du spectacle. Dans le programme des cours de l'Atelier, l'école nouvelle du comédien de 1921-22, on peut donc trouver l'improvisation au centre de l'entraînement des jeunes comédiens, puis la gymnastique rythmique, la diction, mais beaucoup moins importante, le jeu et un petit cours de théorie. Dulin fait travailler ses élèves avec un demi-masque neutre, pareil, hérité des travaux au théâtre du Vieux-Colombier, et des exercices comme par exemple faire le vide, la protection garantie par ce masque neutre porté par les jeunes comédiens qui force en même temps à s'exprimer de façon corporelle et non seulement mimique. Lors de ses causeries publiques sur la transposition théâtrale, Dulin évoque, en 1944, je crois, Dulin évoque les décors parlants grâce aux comédiens de La vie est un songe. Le décor parle. Les mouvements stylisés des comédiens créent le lieu scénique. Deux gardes croisent leurs lances devant Sigismond et cela suffit pour l'enfermer dans une prison impénétrable. De même, pour créer l'atmosphère imposante du palais, que vous pouvez voir ici, il suffit de 4 gardes et de 2 suivantes évoluant dans un décor d'une nudité toute castillane. Fin de citation. Une petite anecdote comme aparté concernant l'importance de l'expression mimique ou pantomimique chez les membres de la troupe de Dulin. Pour la reprise de La vie est un songe en 1926, le rôle de qualité pantomimique du garde, donc qui croise les lances et qui garde le palais, fut joué par Étienne Decroux, futur fondateur du mime corporel. Et pour la reprise du spectacle en 1944, le garde fut mimé par le futur mime et bip Marcel Marceau. En 1922, la presse donne beaucoup de place aux explications du jeu des comédiens dans La vie est un songe. Donc ça, c'est aussi un indice parce que la critique de l'époque se centre beaucoup sur des comptes rendus
des contenus d'une pièce. Il raconte plus ou moins, dans la première scène, il y a ça, après il y a ça. Nous le savons tous, je pense, parce que dans les années 40, c'est encore le cas. Et du coup, le jeu des comédiens passe souvent à côté, est complètement marginalisé. Ici, par contre, ça prend beaucoup de place. Donc ça devait être quelque chose qui a peut-être pas choqué, mais intrigué beaucoup de spectateurs. Et un critique écrit par exemple « L'art du théâtre tend de plus en plus à devenir surtout plastique. La nouvelle génération des comédiens s'oriente vers une synthèse de la sculpture, de la peinture et de la pantomime. » Des comparaisons qui vont vers les arts appliqués pour trouver des moyens de verbaliser ce changement de l'art du comédien. Les réalisations scéniques de personnages extrêmes se prêtent à des descriptions plus emphatiques, qui nous laissent deviner la qualité des gestes, des mouvements proprement excentriques. Sur Dulin, interprétant Sigismond dans la mise en scène de 22, il est question d'un, je cite, « jeu d'une brutalité splendide, d'une sorte de chimpanzé loquace ». Donc ces colères brutales, fin de citation, laissent deviner un jeu très très corporel, vraiment excentrique par rapport à une gestuelle probablement très différente d'un jeu plus internalisé qui serait celui du style naturaliste. Donc un essai aussi de revenir à une expression corporelle plus proche de ce qu'on a peut-être idéalisé comme l'acteur de la commedia dell'arte, du comédien du Moyen-Âge qui joue lors de foires, de mystères, mais toujours de ce côté expressif et fort de l'acteur, aussi en comparaison avec le texte parlé qui ici perd d'importance. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici, j'arrive à la fin, vous pouvez voir ici quelques croquis faits lors des répétitions pour La vie est un songe en 22 par Pierre-Georges Jagnot. Vous pouvez voir d'abord à gauche Antonin Artaud, seulement âgé de 25 ans à l'époque, comme roi Basile. Donc c'est lui qui a joué le vieux, avec sans doute une barbe gigantesque, parce que c'était l'époque où il faisait une fixation sur le Japon, où il aimait bien faire des costumes, se faire des costumes japonisants, avec le visage blanc, un peu comme un masque, et des barbes qui allaient jusqu'au sol. Et ensuite, le personnage Sigismond, joué par Dulin, dans des situations un peu d'agitation, de mouvement. Et le traducteur, collaborateur, Alexandre Arnoux, se souvient aussi de cette performance physique de Dulin. Il se promène au milieu du palais, visage émacié, avec des gestes sans rythme et sans suite, une démarche hautaine et traquée. Donc on peut un peu s'imaginer ce Sigismond-là enchaîné comme une réalisation d'une animalité, d'une bestialité du personnage. Et on dit aussi dans la presse, Bonsoir par exemple, je cite, « Il faut que cesse au plus vite cette légende que le théâtre littéraire est un théâtre ennuyeux. La preuve, hier, il y avait des bruits de mouchoirs à l'atelier. » Donc les gens étaient tellement émus, visiblement, face à ce spectacle que les gens se mouchaient, etc. En regardant de près les intermèdes mis en scène par Dulin, l'on remarque la même envie de choisir des pièces faites pour les comédiens, pour un jeu varié, extrême, physique, sautant du registre du tragique au comique, pour permettre aux acteurs de montrer l'acteur proté, capable de toute transformation. Est-ce que je peux avoir encore 2 ou 3 minutes aussi ? Merci. Parce que j'aimerais bien raconter quand même cet intermède, de petits intermèdes, de petites remarques sur des intermèdes qui sont assez passionnants, parce que justement c'est quelque chose il y a très peu de recherches, parce que déjà ça faisait pas partie d'un corpus traduit, publié et ensuite mis en scène. Et pareil dans le fond du Lin, on trouve très peu de matériel concernant ces mises en scène-là. Dans Visite de condoléances attribuée à Calderon, une jeune veuve, ici jouée par Francine Mars en 22, était éperdue de tristesse, s'apaise par contre devant des friandises. Des visites sont annoncées,
on cache la collation et les lamentations reprennent tout de suite. Aussitôt les nouveaux venus acclimatés, la veuve redevient joyeuse pour que, et là je cite un article, crescendo, les vociférations mortuaires mènent leur tintamarre à chaque nouvelle entrée. Donc c'est un changement d'expression, aussi de sentiment, qui peut rappeler la Pazzia d'Isabelle, donc d'autres formes de théâtre basées sur l'art du comédien qui sait improviser, qui sait jouer de tous les registres. C'est vraiment le passé du tragique, du pathétique, au corps grotesque, ridicule, et de faire des allers-retours. Par contre, l'intermède de l'hôtellerie de Francisco de Castro est très probablement a été choisi par sa ressemblance avec un exercice d'entraînement pour des groupes de comédiens. Il s'agit d'un tableau nocturne rythmé par des agitations et du sommeil. Et donc on peut lire dans le Gaulois, je cite, « L'hôtesse est rude, elle se dispute à coups de balai avec la servante, la voisine joue de l'éventail et de l'œil, le militaire est somnambule, il se lève, se croit au combat et veut pourfendre de son épée tous ces êtres étendus. À la fin, les personnages se réveillent un par un. Après cette nuit un peu agitée, l'un commence à jouer la guitare, la servante ondule, la voisine continue à s'éventer, en serpentant dans une danse subite qu'accompagne sa chanson rauque, et tout finit par un baile. Au lieu de se lamenter et de se quereller, chantons, chantons. » Fin de citation. Et cela aussi, là c'est vraiment la fin, fait partie du théâtre du siècle d'or espagnol. De surcroît, ce tableau s'offre particulièrement aux avant-gardes théâtrales du XXe siècle, car dans l'hôtellerie, donc ce groupe hétérogène de personnes qui doivent partager un hôtel, une auberge, forme une petite société et où se créent des conflits qui sont des conflits de droit, qui s'opposent et qui ne peuvent pas s'apaiser. Par contre, ça en appelle à l'intervention d'une justice supérieure, on pourrait dire, en citant Sartre. Mais cette justice-là diffère de celle qui conclut La vie est un songe ou aussi Le chevalier d'Olmedo. Elle est ni divine, ni monarchique, mais purement charnelle. L'apaisement des conflits se réalise par la danse, c'est-à-dire par le mouvement physique et commun, ou, comme le disait Camus en parlant du comédien dans L'homme absurde, le corps est roi. Merci.